Les pistonnés, le talk des passionnés de Formule 1, vous connaissez l'adage, par nous, pour nous. Et aujourd'hui, on va revenir dans le cadre de notre triptyque après chaque week-end de Grand Prix. Je vous rappelle les rendez-vous, bien sûr, rendez-vous sur Winamax TV entre la qualification et la course. Rendez-vous dès le lundi, dès aujourd'hui pour le débrief de la course et puis rendez-vous le mercredi pour la partie magazine. 3 rendez-vous des pistonnés pour chaque week-end de Grand Prix. On a vécu un week-end justement absolument incroyable du côté de Sao Paulo, absolument fou, sans une seule minute de répit. Et pour en parler avec moi, les rois du piston, monsieur Hamza, monsieur Brice Germain, Hamza Rahmani. Brice Germain, ça va les gars ? Très bien. Quel plaisir de retrouver cette table de polémistes avec Hamza Rahmani. Ravi. J'aime bien le dire comme ça, notre Zemmour et Nolo. Allez chercher qui est Zemmour, allez chercher qui est Nolo. Nous ne le savons pas, en tout cas sur ce plateau. Si Tic et Tac sont à côté aujourd'hui, c'est parce qu'un invité nous accompagne cette semaine. Et quel invité! L'homme qui nous donne rendez-vous au premier virage 22 fois par an. Il fait vibrer les amoureux de F1. Il l'a fait à la radio, il l'a fait aussi également dans la presse écrite. Il le fait aujourd'hui à la télé. Ça fait 15 ans que ça dure. Bonjour monsieur Julien Febvre. Bonjour les pistonnés. Salut tout le monde. Comment ça va Julien ? Ça va très bien. Ouais. Lendemain de Grand Prix. Pas trop fatigué. C'est la première question que je t'ai posée. Est-ce qu'on dort bien après un Grand Prix ? J'imagine que non. Non. Et surtout pas après un week-end comme celui-ci. Non, ouais, on dort pas bien tout le week-end. On a eu l'impression que ce week-end avait duré 5 ou 6 jours. Et finalement, le lundi, on a un petit peu le contre-coup, mais on va se remettre tout de suite dedans, puisqu'on est en race week. Exactement. Exactement. Un triple header. J'imagine même pas dans quel état tu termines, bien sûr, les triple headers. Alors, merci beaucoup de nous faire déjà cet honneur d'être avec nous aujourd'hui, Julien. On rappelle, ça fait 2 ans qu'on discutait de ce moment, de cette interview, de ce passage. Alors du coup, on va pas te lâcher, ça risque de durer très longtemps aujourd'hui. Pas de problème. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et je suis avec attention ce que vous faites et vous le faites extrêmement bien. Et je suis content enfin de pouvoir vous rejoindre sur ce plateau. Eh ben merci Julien, en tout cas, c'est un grand bonheur. Avant de commencer justement à rentrer dans le vif du sujet de ce débrief de ce Grand Prix, bien sûr, de Sao Paulo 2021, j'avais envie de vous poser une question, les amis. Est-ce qu'on a assisté au plus beau week-end de cette saison ? Est-ce qu'on a assisté au week-end également le plus éreintant ? Forcément, on va te poser la question à toi directement. Le plus beau week-end de la saison, je sais pas, le plus marquant à ce jour, oui, c'est certain. Tout ce qui s'est déroulé sur place, que ce soit en parc fermé, chez les commissaires ou surtout sur la piste, ce qui à la fin nous intéresse le plus, fera que ce Grand Prix de Sao Paulo, puisque c'est son nom, ce Grand Prix au Brésil, il va marquer cette année. Est-ce que ce sera un tournant ou pas ? On n'en sait rien, parce que des tournants peut finalement y en avoir plein quand on regardera toute la saison. Il y aura des moments clés, il en fera partie. Mais oui, c'est le Grand Prix le plus marquant, celui aussi où le format sprint a peut-être le plus servi les intérêts d'un pilote comme Hamilton, qui a parfaitement exploité ce format particulier ce week-end. T'es plutôt pour ou plutôt contre à la base sur ce format sprint ? Le format sprint, plutôt pour, mais avec des modifications nécessaires à l'avenir. J'espère vraiment qu'elles seront faites, ouais. Les gars, vous êtes régalés, j'imagine, ce week-end ? En fait, je dirais pas forcément que c'est le plus beau week-end de la saison. Moi, je dirais que c'est le week-end le plus tendu. Le plus prenant, peut-être ? Celui où chaque séance, moi, m'a mis une oppression un peu à la poitrine, parce que j'étais vraiment tendu avec eux. Et ce climax de se dire que Lewis Hamilton nous impressionne depuis 14 ans et que là, il nous réimpressionne alors qu'on est habitué sur un week-end, ça a été vraiment de toute beauté, moi, je trouve. C'est le week-end le plus intense, je pense, de la saison émotionnellement. Voilà. On passe potentiellement d'un Verstappen quasiment champion, j'exagère, mais on en est là, à un Hamilton complètement relancé. On en parlera dans l'enseignement Hamilton. Mais le body language, ce qui se dégage de Lewis Hamilton de Mercedes, ça m'excite encore plus pour la fin de la saison. Eh bien écoutez, on a placé les jalons en tout cas de ce débrief de ce Grand Prix de Sao Paulo 2021. C'était la 19e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. On regarde tout de suite, on lance tout de suite ce grand débrief. Le Grand Prix de Sao Paulo 2021. T'as insisté, Julien, il ne faut pas dire le Grand Prix du Brésil, puisque le contrat a été signé, je ne sais pas si on parle de province ou de... Toi, le grand spécialiste de... Pas l'État ? C'est l'État de Sao Paulo ? D'accord, ok. En tout cas, le contrat a été signé par Sao Paulo avec, bien sûr, la FOM. On regarde tout de suite, justement, le classement à l'arrivée de cette 19e manche du championnat 2021, la 101e victoire de Lewis Hamilton, la 6e cette saison, qui devance son rival Max Verstappen et son coéquipier Valtteri Bottas. 2 Ferrari dans le top 6, 2 Alpine dans le top 10 et surtout
4 enseignements qu'on va découvrir là tout de suite, présentement, s'il vous plaît, avec une première question, 3 premières questions même. La FIA devait-elle enquêter sur la défense de Max Verstappen? On attendra votre avis là-dessus. Qu'arrive-t-il à Lando Norris au fond du trou sur cette deuxième partie de saison? Gasly a-t-il atteint son plafond de verre chez AlphaTauri? Mais attaquons tout de suite sur l'enseignement majeur et principal de ce week-end. C'est le week-end fantastique de Lewis Hamilton qui était sur une autre planète. La double peine vendredi, voilà comment a commencé le week-end de Lewis Hamilton, qui était le plus rapide en essai, le plus rapide en essai qualificatif le vendredi soir. Les 2 pénalités qui réduisent ses espoirs à néant. Il y a eu la pénalité bien sûr de 5 positions sur la grille, du fait notamment de ce changement d'unité de puissance au sein de sa Mercedes, et puis cette pénalité aussi qu'il a vu partir dernier de la course qualificative du fait d'une ouverture de 0,2 mm supérieure en tout cas à la normale et à ce que veut le règlement au moment des essais qualificatifs le vendredi. De la résilience à une masterclass, passer de la P20 à la P5 en qualification sprint samedi, parti P10 dimanche sur la grille, et au final sa 101e victoire en course. Un garçon qui a été calme et patient dans sa lutte, notamment avec ses rivaux Max Verstappen et Sergio Perez. Et puis finalement, comme le disait Hamza tout à l'heure, on pensait peut-être voir Max Verstappen faire le break dans ce Grand Prix sur ce circuit d'Interlagos. Finalement, c'est Lewis Hamilton qui fait une bonne opération comptable. Il revient à 14 points de Max Verstappen. Qui pouvait y croire vendredi soir? Julien, j'imagine que tu étais comme nous en te disant il va peut-être se passer quelque chose malheureusement de fatal ce week-end. Moi, je pensais pas qu'il allait se passer quelque chose de fatal. Je pensais qu'il était en mesure de remonter. À quel point, ça, personne ne le savait, même lui, j'imagine. Mais c'était pas fini. Je disais beaucoup de commentaires sur les réseaux vendredi soir. Le championnat est fini, c'est dégueulasse, c'est machin. Et j'avais envie de dire aux gens, attendez, il s'est encore rien passé. On n'a pas marqué un point dans ce week-end. Et regardez, il repart à Hamilton avec un écart plus faible que celui avec lequel il était arrivé. Après, voilà, je pense qu'il faut dissocier beaucoup de choses, et on a sans doute un peu de temps pour le faire. Je place pour l'instant Hamilton de côté, le pilotage, tout ça, je sais qu'on va en reparler. Mais sur les éléments techniques, les outils qu'il a, déjà, la voiture, d'un Grand Prix sur l'autre, d'un circuit à l'autre, où Red Bull ou Mercedes arrivent avec la meilleure voiture. C'est comme ça. Donc on peut pas dire cette saison c'était la Red Bull la meilleure, cette saison c'était la Mercedes. Ça dépend de l'endroit où il se trouve. Et quand bien même on est sur un même circuit, ça dépend des conditions climatiques dans lesquelles on est. Donc d'un instant à l'autre, l'un ou l'autre a la meilleure voiture. C'est comme ça, c'est un sport mécanique. Après, pour ce qui est de la voiture de Lewis Hamilton, il y a cette histoire d'aileron avant. J'ai lu partout, triche, et des tricheurs, c'est des tricheurs. Il y a un aileron qui a cassé et qui fait que ça n'est pas passé, tu l'as dit, pour 0,2 mm. Pas 2 mm, c'est 2 dixièmes de millimètre. Mais c'est la règle. Donc, il n'y a pas de triche. Le gain en performance, je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas le mesurer, mais j'imagine pas que ce soit dingue. Il y a le moteur. Alors, le moteur, tout le monde dit, oh, ils ont mis un moteur, il y a 500 chevaux de plus dedans. Je suis mort de rire quand j'entends des chiffres pareils. Oui, ils ont mis un nouveau moteur. Ce qu'on peut dire de la réglementation, c'est que quand on a des problèmes de fiabilité sur un moteur, on a le droit de changer certaines pièces pour raison de fiabilité. Mais évidemment, quand vous changez ces pièces pour fiabilité, vous améliorez cette fiabilité et potentiellement vous améliorez la performance. Et puis, il ne faut pas oublier que le moteur qu'on met à Lewis Hamilton, il n'a pas 6 Grands Prix à faire. Il a 4 Grands Prix. Et d'ailleurs, il a peut-être moins à faire puisqu'il a encore d'autres moteurs dans son parc. Donc il est possible que le moteur utilisé ce week-end par Hamilton, il l'ait poussé beaucoup plus fortement. Ça ne veut pas dire que le moteur est différent, ça veut dire qu'il l'exploite beaucoup plus fortement. Ils ont le droit de le faire, c'est comme ça. Personne n'interdit à Red Bull au prochain Grand Prix de changer de moteur et vu la durée de vie plus courte, vu qu'on était en fin de saison, le pousser à l'extrême. Donc pour essayer de calmer un peu le jeu de certains, le moteur qui a été mis dans la voiture de Lewis Hamilton, oui, il est sans doute un tout petit peu différent de ceux précédemment utilisés pour raison de fiabilité, et ils l'ont sûrement poussé beaucoup plus fort. C'est aussi en ça qu'on a vu des vitesses de pointe. Mais je pense qu'il faut arrêter de parler de triche. Ils exploitent tous, Red Bull les premiers, les règlements au maximum. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc ce week-end, pour en revenir à la question, Hamilton avait le meilleur outil possible. Même en partant dernier, on l'a vu, le rythme, personne ne pouvait toucher à son rythme. Et je remets l'élément Hamilton, c'est Hamilton qui était dans la voiture. Et quand vous mettez Hamilton dans une voiture aussi forte, ça fait ce qu'on a vu. Les gars, sur l'aspect moteur, parce que je sais que ça nous a beaucoup fait discuter hier déjà en préparant cette émission, impressionné par ce moteur Mercedes et par les risques aussi pris par Mercedes. Mercedes a été pragmatique en se disant que justement il restait 4 Grands Prix et qu'à partir de là, peut-être qu'il pouvait justement utiliser le moteur à une puissance différente ou en tout cas à un niveau de risque différent que ce qu'ils font d'habitude.
il y a deux choses qu'on évoque aujourd'hui par rapport au moteur d'Hamilton. Chez Red Bull, on évoque potentiellement une déperdition de puissance du moteur Mercedes qui fait que quand il le change, il gagnerait une quinzaine de chevaux. Contrairement à Honda, quand il le changerait, il gagnerait 4 ou 7 chevaux. Ça, c'est la théorie chez Red Bull. La théorie dans la presse italienne, par contre, c'est qu'on a augmenté la pression dans la chambre de combustion du moteur et que par conséquent, on aurait un gain de puissance chez Mercedes qui emmènerait la fiabilité du moteur à 2500 km au lieu de 7000. Ça, c'est la théorie, les deux théories qu'on a ce matin par rapport au moteur de Lewis Hamilton. Mais comme l'a dit Julien, effectivement, jamais on va se dire que c'est un coup typé Ferrari avec un débitmètre ou quoi. Enfin, non, le moteur est sur certainement les mêmes specs. Enfin, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que Mercedes s'est adapté à la situation. Il reste 4 courses. Comment on peut faire pour aller chercher Max Verstappen sur la voiture qu'on a, parce qu'on ne peut plus rien évoluer à ce stade-là de la saison? On va aller chercher là-dedans. Et au final, cette pénalité de 5 places, qui n'est pas si grande, et on y reviendra, permet à Lewis Hamilton et à Mercedes de dire c'est peut-être pas si mal de changer le moteur parce qu'on va avoir un gain qui sera peut-être supérieur à cette perte de 5 places. Quand bien même tu as la meilleure voiture, il y a quand même un travail qui est fait en piste. Eh oui. Interlagos, c'est un circuit quand même où il est pas si évident de dépasser. Lewis Hamilton fait le travail, sachant que la Red Bull, dans le deuxième secteur, prenait 2, 3, 4 dixièmes selon les tours en moyenne, enfin Verstappen sur Lewis Hamilton, donc il fallait quand même faire le travail, lui il l'a fait, et je pense qu'on a parlé de l'aspect technique où tout a été dit. Moi sur l'aspect pilotage et sur l'aspect Lewis Hamilton, sur l'aspect du pilote, j'ai vu un Lewis Hamilton ce week-end transformé, j'ai vu un visage de Lewis Hamilton que je n'avais pas vu en tout cas depuis très longtemps. Dans le sens où il était revanchard, j'ai l'impression que c'est tout Mercedes qui s'est construit autour de le monde est contre nous. Et t'as raison. Hamilton a amené. Et souvenez-vous dimanche soir au Mexique, dans quel état ils étaient chez Mercedes. Hamilton le premier, ultra défaitiste. C'est la différence, effectivement. Le Mexique, c'était il y a 4-5 jours en l'occurrence. Des scènes de titre vendredi, l'écart exactement. Et j'ai l'impression que Hamilton va aussi peut-être surjouer avec cette image, le drapeau du Brésil. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une volonté de montrer au monde et surtout de montrer à Verstappen qui était à côté, à Red Bull, qu'on est encore là, mon garçon. On est encore là et on va se battre jusqu'au bout. Et désormais, on est surmotivé et on a potentiellement la voiture désormais qui va nous permettre d'aller te taper et d'aller chercher ce titre mondial. Tu as dit des choses très intéressantes, tu as parlé du body language, du langage corporel, bien sûr, pour les plus français d'entre nous, de Lewis Hamilton tout au long de ce week-end. Tu as parlé de cet instinct de révolte chez Mercedes et de Toto Wolff. Justement, on a gardé deux citations sur le week-end. L'une est de Toto Wolff, l'autre est de Lewis Hamilton. On commence avec Toto, qui était quand même un peu en roue libre tout le week-end. Là, il était en roue libre au micro de Sky Sports sur ce coup-là. Les décisions de la FIA et la pénalité vendredi nous ont tellement rapprochés, nous l'équipe, avec Lewis. Cette décision était dirigée contre nous et ce sentiment, cette sensation, Lewis l'a ressenti toute sa vie. Nous le ressentons maintenant, ensemble, en équipe. C'est pas la déclaration la plus intelligente que j'ai entendue Toto Wolff personnellement. Non. Oui, après il y a eu beaucoup d'interprétations. Il y a eu beaucoup d'interprétations autour de ça, sur Lewis l'a ressenti toute sa vie. Beaucoup de gens ont comparé le fait que le racisme subi par Lewis Hamilton aurait été récupéré par Toto Wolff. C'est aussi un peu tiré par les cheveux. Là, il doit être fair play aussi. Toto Wolff, ils sont pris sur une infraction, même si elle n'est pas volontaire. Et dans le rapport qui fait 3 pages, les commissaires disent qu'il n'y a absolument pas eu intention de triche. Mais le fait est qu'il y a une infraction réglementaire. À ce moment-là, je pense qu'effectivement, Toto Wolff devrait faire profil bas. Voilà. Mais ce qui met hors de lui Toto Wolff, c'est que sous régime de parc fermé, quand des éléments sont cassés, on autorise souvent les écuries à réparer et après on fait les tests et ça passe. Et ce qui l'a rendu encore plus dingue, c'est qu'avant la course, sous régime de parc fermé, je parle là du Grand Prix, c'est vrai que chez Red Bull, ils ont changé notamment le flap supérieur de l'aileron. Ils ont changé les petits amortisseurs en dessous qui amortissent justement la descente du flap sous DRS. Chez Mercedes, ils ont changé l'intégralité de l'aileron arrière avant la course. Mais du coup, voilà, là où avant, on autorisait certaines réparations sous le régime du parc fermé qui permettait de passer les contrôles, on ne l'a pas autorisé à Mercedes ce coup-ci. D'ailleurs, tous ceux qui pensent que Mercedes est protégé par la FIA, là pareil les amis, regardez ce qui s'est passé, les commissaires sont indépendants, ils les ont sanctionnés
fonctionner. On l'a pas autorisé à Mercedes sur ce Grand Prix, mais c'est sur l'ensemble de la saison ou c'est vraiment une spécificité Mercedes, enfin une spécificité sur ce GP? Non, ce jour-là, normalement sur toute la saison, il y a des moments où quand les pièces faiblissent, on a vu plusieurs fois d'ailleurs Red Bull renforcer ses éléments d'aileron arrière, c'est autorisé. Là, cette fois, c'est plus autorisé et c'est vrai que ça a beaucoup énervé Toto Wolff qui a dit maintenant le moindre scotch qui se décolle sur une voiture, nous on va le surveiller et on risque de porter réclamation. Mais là, on va rentrer dans un aspect juridique qu'on n'a pas envie de voir sur ces 3 dernières courses. Est-ce que justement du fait qu'on soit dans cette fin de saison, est-ce qu'on n'a pas la systématique paranoïa qui prend les hommes, qui prend les directeurs d'écurie, qui prend les pilotes et qui s'exprime à travers l'attitude de Toto Wolff tout au long de ce week-end? Surtout face à Red Bull. Enfin, ça fait quand même depuis le début de la saison que les deux équipes se battent à coups de communiqués, de déclarations dans la presse et de demandes de clarification. Sur certaines pièces, l'aileron arrière, ça date quand même d'Imola, si je dis pas de bêtises. Donc non, enfin, je suis pas sûr que ça augmente réellement. Je pense que c'est la tension globale qui augmente entre les deux écuries. Tu l'as jamais vu comme ça? Toto, je l'ai jamais vu en tension au point de devoir sortir un chèque comme ça à Michael Masi en pleine course. On l'a jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça, mais comme tu n'avais jamais vu Charles Leclerc à la rigueur être si véhément contre un pilote que contre Max Verstappen en Autriche en 2019, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des choses qui arrivent et qui vont venir agacer et venir titiller l'homme. Et en l'occurrence, là, ce qui s'est passé, c'est vraiment que Red Bull n'a pas laissé le temps à Mercedes de se rendre compte que l'aileron était cassé pour dénoncer l'aileron cassé et qu'il n'y ait pas la possibilité de faire la réparation. Donc, ils ont des chiens au-dessus d'eux, Marco et Horner, qui sont comme ça pour guetter la moindre erreur. Toto Wolff n'était pas vraiment de ce genre-là, ou en tout cas ne le montrait pas jusque-là. Il va le faire. Non, mais en tout cas, si on a un Lewis Hamilton et si on a Mercedes dans cet état d'esprit, jusqu'à la fin de la saison, c'est en train de nous donner une dimension supplémentaire, une dimension émotionnelle supplémentaire, mais qui est incroyable. Et sur ces 3 derniers Grands Prix, moi je suis comme toi, honnêtement, je veux juste avoir ma finale à Abu Dhabi. Si possible, moins de 7 points entre Hamilton et Verstappen. Un menu final à Abu Dhabi, c'est tout ce que je demande. Et c'est une saison mais légendaire et mine de rien, il faut quand même qu'on ait tous conscience. Il faut en profiter de cette saison. Bien sûr. Il faut profiter de chaque instant. On a tellement le nez dedans que finalement, peut-être qu'on ne peut pas prendre le recul nécessaire. En plus, on enchaîne les Grands Prix. Puis l'analyse. On ne peut pas prendre le recul nécessaire pour se dire on est en train de vivre une saison légendaire. On se dit toujours, bon, on verra l'année prochaine, on verra. En 2016, je me disais pareil. Et puis Rosberg, il est parti. Donc finalement, on n'a plus. Donc faut vraiment. Si en ne relance pas ce sujet. Si Verstappen ne partira pas. Il ne tiendrait jamais. Si Verstappen, si Hamilton, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je m'attendais certainement pas à ce que Rosberg en 2016 quitte la Formule 1. Donc faut vraiment profiter de chaque instant, de chaque dépassement, de chaque défense, de chaque déclaration. Même si effectivement, je préfère aller sur le terrain sportif plutôt que le terrain réglementaire et les communiquer. Mais faut vraiment kiffer cette fin de saison. Exactement. En tout cas, ils nous ont régalé et on a consacré forcément ce premier enseignement à Lewis Hamilton, mais il n'y aurait pas eu de grande bataille sans un grand Max Verstappen aussi. Oui, mais complètement. Les deux tirent la F1 vers le haut, s'obligent à trouver des ressources peut-être insoupçonnées pour l'un et pour l'autre. La défense, encore une fois, Franck hier parlait de masterclass d'Hamilton. Pour moi, il y a masterclass de Max Verstappen qui n'a pas le niveau de performance avec sa voiture de Lewis et de la Mercedes et qui, dans le deuxième secteur, fait un travail minutieux, chirurgical pour à chaque fois prendre 3 dixièmes. On voit en temps réel, grâce au GPS et au microsecteur, les écarts évoluer, diminuer ou s'accentuer. Et régulièrement, dans le deuxième secteur, il arrivait à refaire juste ce qu'il fallait d'écart pour pas être sous la coupe du DRS. C'est du travail chirurgical de défense. Alors c'est vrai que on voit souvent beaucoup plus mis en valeur celui qui est attaquant, celui qui vient chercher la position, mais le travail de défense d'un pilote, il aurait pu céder beaucoup plus tôt. Donc c'est du très grand Max Verstappen en défense, c'est du très grand Lewis Hamilton en attaque. Soyez pour qui vous voulez, mais il faut que dans les deux camps, alors je sais que la passion enlève de l'objectivité aux passionnés, et ça c'est le jeu du sport, mais à un moment, il faut juste respirer et dire ouais, ok, Max il est quand même super fort, même si t'es pour Hamilton, et inversement, quand t'es pour Max, reconnaître que Hamilton il est super fort, c'est tout. Il y a un point qu'on n'a pas soulevé au niveau de Mercedes, et il y a eu victoire, donc on n'en parle pas forcément, mais la stratégie sur le deuxième relais de Mercedes, je l'ai absolument pas compris ce qu'a voulu faire Mercedes. J'étais persuadé que ça partait en médium, mais... J'étais persuadé qu'Hamilton, à partir du moment où tu es victime, entre guillemets, de l'undercut, ou que Verstappen se protège de l'undercut de Lewis Hamilton, je m'attends à ce qu'Hamilton, comme souvent, pousse, mettre des médiums ou des durs neufs avec 10-15 tours de moins, et au final,
Hamilton te dit je sais pas ce que je voulais, Bottas qui, je sais pas, il y a des, ouais, je comprends pas cette regarde, stratégie. Le risque d'une safety car ou d'une VSC qui arrive au mauvais moment, ça le met plus du tout en position d'aller chercher Verstappen sur la fin. On l'a vu avec Bottas. Ou au bon moment, ça peut tomber au moment, ça peut tomber au très mauvais moment aussi. C'est un risque que tu peux prendre en tout cas. Ça montre à quel point aussi la Mercedes a été dominatrice, c'est qu'avec les pneumatiques qui, je pense pour tout le monde, ne semblaient pas être les plus performants, Hamilton s'est accommodé d'une situation qui au moment de l'arrêt était certainement pour beaucoup de monde la mauvaise situation. Il est allé chercher en dur, un Max Verstappen en dur, alors qu'on a vu quelle domination avait la Red Bull, la Mercedes sur ces pneus médiums-là. Donc ça montre que même quand il n'est pas à l'aise avec ses pneumatiques, il en fait quelque chose de quand même spectaculaire. Bottas, il fait 11 tours en dur. Ouais. Et sur la lutte pour le titre, c'est pas que Hamilton contre Verstappen. Effectivement, Valtteri Bottas, il avait peut-être la possibilité d'aller chercher des points pour Mercedes déjà pour le titre constructeur et pour Lewis Hamilton dans le championnat du monde pilote. Cette saison, il y a quand même une réelle fragilité. Et oui, Hamilton a gagné, mais il faut quand même qu'on le souligne. On l'a suffisamment souligné, je pense, depuis le début de la saison. Au niveau des stratégies. Je sais pas si c'est les stratégies. Mais est-ce que tu plus tendu aussi, les stratégies. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut tirer sur Mercedes ou est-ce qu'il faut se rendre compte d'un environnement aussi plus resserré? On n'a pas l'habitude en fait. Et donc du coup, on n'a pas l'habitude de voir Mercedes en difficulté. On a toujours eu l'impression d'un Mercedes qui prenait toujours la bonne décision au bon moment, avec le timing qui allait. Je me souviens de la virtual safety car. C'est ça, la virtual safety car de Lewis Hamilton à Imola. C'est Hamilton qui appuie sur le bouton, la Bottas qui appuie sur le bouton. Tout allait dans leur sens. Et cette saison, c'est peut-être moins le cas, mais il y a aussi cette pression, effectivement. Julien, tu parlais tout à l'heure de la défense de Max Verstappen. Deux défenses. Alors, il y en a une qui a posé le débat, et on va poser d'ailleurs cette question. Est-ce que la FIA a fait preuve de trop de mansuétude ou a été trop gentille avec Max Verstappen? Et puis, il y a eu également le dépassement de Lewis Hamilton sur Max Verstappen avec ses zigzags comme ça devant pour essayer de couper l'aspiration aux Britanniques. On revient précisément sur la bataille du 48e tour. C'est le deuxième enseignement. Les deux hommes, Lewis Hamilton et Max Verstappen, tirent au large au virage 4. Incident noté, mais enquête non ouverte, non nécessaire, ont jugé en tout cas Michael Masi et les commissaires sportifs du Grand Prix de Sao Paulo. Norris et Perez, on se rappelle, avaient été pénalisés dans des circonstances un petit peu similaires du côté de l'Autriche, c'était notamment cette saison. Et à partir de là, pouvaient avoir lieu deux approches. La première approche, on la connaît très bien maintenant, let them race, laissez-les courir, politique adoptée en l'occurrence dans ce fait par les commissaires sportifs. Alors selon le média The Race, les commissaires sportifs n'auraient même pas visionné le on-board de Max Verstappen, comme ils n'ont pas non plus eu accès à la télémétrie ni aux radios, puisqu'ils n'ont pas décidé d'ouvrir une enquête qui aurait pu être la deuxième approche. Fallait-il appliquer d'ailleurs, si on avait fait appel à cette deuxième approche, le règlement à la lettre? Ce que je vous propose avant de répondre à cette question, regardons un petit peu l'avis des intéressés. Ils sont 4 très précisément, et ils sont bien sûr très très proches du dossier. Lewis Hamilton pour commencer. Je m'attendais à rien de moins venant de Max, je veux dire, c'est à ça que devrait ressembler une bataille pour le titre. C'était amusant et nous n'avons pas touché nos roues. Max Verstappen, nous avons tous les deux essayé d'être devant dans le virage et j'ai donc freiné un peu plus tard pour essayer de garder la position, mais les pneus étaient déjà un peu usés, j'étais donc vraiment à la limite de l'adhérence. Toto Wolff, la défense de Max était forte mais clairement au-delà de la limite, il y aurait dû avoir au moins 5 secondes de pénalité. Max le savait probablement, mais ne même pas enquêter dessus, c'est juste risible. Et puis la réponse de Michael Masi un petit peu plus tard dans la soirée. Si vous regardez la proximité des voitures qui se dirigent vers le point de corde, l'endroit où ils se trouvent, la nature du virage, le fait que les deux voitures soient parties au large et qu'aucune n'ait perdu sa position, on a donc appliqué la fameuse philosophie let them race. Il y a quand même un décalage sur le propos de Lewis Hamilton entre ce qu'il dit à la radio et ce qu'il dit après coup. Parce qu'il gagne. Une fois qu'il a gagné, on connaît le communicant. Qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous? Quelle approche il fallait avoir en tout cas à travers ce fait? On rappelle que c'est passé au 48e tour. Let them race pour toi, Julien? Alors, tu prends toutes les déclarations qu'on vient de voir, tu les mets dans un Thermomix, tu mets sur la fonction 2 et ça te sort la solution. Je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Je pense, avec le recul, ça aurait mérité une ouverture d'enquête. Je dis pas une pénalité, au moins ouvrir l'enquête pour justement voir les on-board, voir tout ce qui était à disposition. Oui, il retarde Verstappen, il retarde son freinage. Est-ce que c'est pas du pilotage? Bah si, c'est du pilotage. Oui, ils vont tous les deux au large. Je pense que si Verstappen ne va pas aussi loin, Hamilton est capable de prendre le virage.
Et quand Hamilton contourne pour éviter le contact, Verstappen s'en rend compte aussi et prend au large pour garder de la vitesse et reprendre de la vitesse. Donc il faudrait analyser millimètre par millimètre ce qui s'est passé. C'est une action de course, effectivement. C'est très dangereux le Let's Them Race parce qu'évidemment dans la philosophie c'est ce qu'on a tous envie de voir. Laissez-les courir, laissez-les batailler. Ouais, dans les années 80, coup de roue à Dijon, Villeneuve, Arnoux, ça serait aujourd'hui retrait de licence et tout. Donc Let's Them Race ça fait rêver dans l'imaginaire. Ouais. Mais maintenant si tu mets du Let's Them Race partout, tu mets plus nulle part de pénalité. Et à ce moment-là ça devient Destruction Derby. Donc c'est super difficile de répondre à la question. Je pense que une ouverture d'enquête à minima aurait été nécessaire pour analyser tous les éléments. Ça aurait pu conduire au fameux no further action, peut-être, ou à une pénalité. C'était solide, mais encore une fois, c'est les deux prétendants au titre. Il y a une bataille en piste. Si ça avait été l'inverse, qu'est-ce qu'on aurait dit ? J'en sais rien, honnêtement. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Il y a un peu de vérité dans chacune des affirmations qu'on a vues là, je trouve. Il y a une problématique. On me dit qu'il n'avait pas accès au on-board en regardant le volant de Max Verstappen. Ouais. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir accès à ces images. Ils y ont accès, mais ils n'ont pas souhaité les regarder. Je crois qu'ils ont dit qu'il l'avait demandé. Ils ont dit qu'il l'avait demandé, mais qu'il n'avait pas eu l'image. Michael Masi a quand même dit qu'il allait télécharger le rush. Quoi. C'est a posteriori. c'est YouTube to MP4. Vraiment, on est là. Quoi. Je suis assez gêné, moi, par cette situation, parce que c'est ce que je veux voir entre deux prétendants pour le titre mondial. Maintenant, factuellement, il y a un pilote qui sort l'autre pilote de la piste. Ça, pour moi, c'est indéniable. Max Verstappen sort Lewis Hamilton de la piste. On peut prendre dans l'autre sens, si c'est dans le cas inverse, on dit la même chose, on s'en fout. On n'est pas. Mais dans cette situation, il y a un pilote, celui qui est à l'intérieur, qui sort le pilote mais si à tu l'extérieur. Prends la photo juste d'avant, là on est hors piste, mais il y avait une photo juste avant. Si tu t'arrêtes, encore une fois, on peut pas s'arrêter sur une image, mais si on remet la photo juste d'avant, regarde, la Red Bull est devant la Mercedes. Donc est-ce que ça n'est pas Lewis ? Non, mais on peut poser la question. Est-ce que c'est pas Hamilton de céder ? Ça me fait penser, on a eu dans une situation plus ou moins similaire, mais la philosophie, à mes yeux en tout cas, est la même. 2016, décidément, Nico Rosberg est partout. Autriche, on est en fin de course, Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Rosberg est à l'intérieur, il empêche Lewis Hamilton de prendre le virage parce qu'il veut l'emmener à l'extérieur. Et Rosberg, la justification, c'est je suis à l'intérieur, en gros, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide quand je prends le virage. Oui, mais tu décides quand tu prends le virage, mais tu sors quand même un pilote de piste. Pour moi, c'est la même situation. Et on voit image après image, pour terminer, Brice, si on prend cette séquence en vidéo, mais image après image. Alors normalement, j'ai découpé la vidéo, vu qu'on n'a pas les droits, Julien, je nous excuse. Tu verras, voilà, si on appuie rapidement sur la flèche, je pensais qu'on aurait eu un petit cadeau de Canal, tu vois, aujourd'hui, comme on avait un invité. Bon, je me disais que. Mais sur cette situation, moi, en tout cas, je vois 3 mouvements de Verstappen. Il y a un premier mouvement, je prends le virage. Un deuxième mouvement, je redresse. Du coup, je vais tout droit, ce qui emmène du coup Lewis Hamilton à l'extérieur. Et un troisième mouvement, je retourne à gauche pour reprendre le virage à peu près convenablement, même si lui aussi sort de piste. Encore une fois, depuis la création des pistonnets, on en parle. Tu mets un mur, tu mets un bac à gravier, c'est pas la même conséquence. Et du coup, Max le dit, il dit, moi j'attaque, je fais pas ça s'il y a des graviers. Je sais qu'il allait rien se passer. Il y a 2 approches. Il y a l'approche scientifique, millimétrée d'une action. Et puis il y a ce qu'on a vécu en live qui met un coup au cœur à tous les gens. Oui, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait voilà. Mais est-ce qu'on doit se laisser guider par l'émotion au moment de juger des actions ? Les commissaires, eux, ne doivent pas mettre d'émotion. Et n'oubliez jamais que les commissaires jugent l'action et pas la conséquence. Par moment, se pose la question. Non, mais c'est clair. Les commissaires sont là pour juger une action et pas la conséquence. Silverstone, factuellement, l'action, pas la conséquence. Maintenant, j'ai le droit de penser, j'ai le droit de douter de cet aspect. Moi, je reste persuadé qu'il juge aussi un peu, parfois, la conséquence sur certaines situations. Et pour conclure sur cette affaire, je trouve que ça ouvre un précédent sur ces 3 derniers GP. Dans une situation où tu as un pilote à l'intérieur. Ouais, mais au Brésil, il n'y a même pas eu d'enquête sur Max. Attention. Ça ouvre des arguments en fait à tous les champs de possibles qui vont s'éloigner de la règle en fait. Je trouve. Là, Julien nous disait par exemple, oui, mais l'aileron de Max il est devant. Mais est-ce que l'aileron de Max il est devant parce qu'il a mis un frein de l'espace qui fait qu'il ne passe pas le virage aussi, ou parce qu'il est réellement devant. Tu prends l'image 10 mètres avant, l'aileron de Lewis Hamilton est largement devant. C'est ça, à tout moment, la situation évolue aussi. Voilà, donc est-ce qu'on juge l'aileron à l'endroit du point de corde ? Est-ce qu'on le juge à l'endroit du point de freinage ? Moi, je pense surtout qu'il y a des règles qui sont pas forcément très adaptées à ce genre de cas et qu'il faut, à la rigueur, essayer de comprendre le contexte de pénalisation. Là, je suis d'accord, au niveau de la règle, c'est pas normal qu'on n'ait pas ouvert d'enquête. Parce que la règle, à plusieurs égards, elle est bafouée. Donc,
on doit au moins regarder et après peut-être comprendre par rapport à l'esprit de la course si effectivement ça méritait une pénalité. En l'occurrence, moi je pense que selon l'esprit de la course, ça ne méritait pas de pénalité parce que j'aime les voir se battre en piste et qu'on se plaint tout le temps de ne pas avoir assez de combats. Là, on a un combat, il n'était pas dangereux ce combat-là, il y a eu les muscles de sortie. Il aurait pu avoir des conséquences quand même au championnat. Pas dangereux, mais... Il y a eu les muscles de sortie. Donc tu juges les conséquences. Ou la conséquence en l'occurrence. Pas dangereux. Moi je juge le freinage de Max Verstappen et je trouve pas que ce soit kamikaze non plus, tu vois. C'est un freinage tardif, il est un peu raté, effectivement, mais je trouve pas que ce soit non plus. Mais j'ai envie de une dire, tu dois pas juger, enfin à mes yeux en tout cas, tu dois pas juger ni l'intentionnalité qui est quand même difficilement prouvable ou difficilement jugeable pour Max Verstappen. Tu vas pas juger la conséquence, tu vas pas juger une éventuelle erreur d'un pilote. Tu juges l'acte. Si Verstappen se rate et emmène Hamilton, ou si, pour parler d'autres pilotes, pour dépassionner le débat, si Latifi emmène Russell... Complètement. Bon exemple. Par exemple, vraiment au hasard. Si Latifi se rate et emmène Russell, il se rate. Oui, il y a une erreur, c'est une erreur de pilotage, mais il se rate et il y a quand même une conséquence sur le pilote. Donc est-ce que tu juges la conséquence? Encore une fois, c'est toujours ce même débat. Et moi, je suis gêné parce que sur cette situation, il n'y a pas d'enquête. Par contre... tu appliques le règlement à la lettre et tu vas mettre un drapeau noir et blanc à Verstappen pour des zigzags. Ouais. Ça c'est normal. Mais moi je trouve personnellement plus problématique ce qu'a fait Verstappen sur cette situation que, enfin, les deux sont problématiques. Mais j'ai envie de te dire, s'il y avait une échelle, tu préférais la première à la deuxième. Il n'y a pas de conséquence sur l'un par rapport à l'autre, donc du coup c'est plus facile de mettre l'un que l'autre. Donc il y a une influence. On juge la conséquence. On rappelle, et je suis d'accord avec toi, si je dis pas de bêtises, Julien, on rappelle que l'accrochage Sainz-Norris sur le départ, il n'y a pas eu d'enquête non plus. Non. Ça n'a pas été noté, je crois pas que ça a été noté. Est-ce que sur les départs, il n'y a pas un peu plus de mansuétude justement? Oui, mais à un moment donné, quand vous venez tasser un autre pilote, alors que vous avez la place à gauche, quand il dit ouais, j'étais serré, non, il y avait toute la place du monde à gauche. Étonnant. Après, moi, je trouve que tout ça remet en cause plus globalement la FIA et la manière de gérer en fait ces enquêtes et ces pénalisations. Quand on écoute, et c'est franchement super d'avoir ça à disposition, les conversations entre la direction de course, en tout cas les commissaires sportifs, et c'est direction de course ou commissaire sportif qu'on a? Direction de course, pas les commissaires. Donc Michael Masi, commissaire, ouais. D'accord. Qui nous dit vous inquiétez pas, à Mercedes, on a regardé ça sous tous les angles, que du coup c'est mentir. Premier mensonge. C'est mentir, parce qu'ils n'ont pas tout ouvert, puisqu'ils n'ont pas ouvert d'enquête. Actuellement. Et que derrière, on nous dit, Michael Masi, je n'avais pas le on-board de Max Verstappen, soit le on-board le plus primordial dans l'histoire. Enfin, je comprends pas comment on peut être directeur de course de cette institution-là et gérer ça à coup de trucs qui marchent pas ou de mensonges d'un côté ou de l'autre. Enfin, à un moment donné, il y a quand même un championnat du monde pilote. Est-ce que pour faire baisser la pression qui est mise justement par les écuries à ce moment-là de la course, par justement la voix de la radio, etc., est-ce que tu réponds pas? Est-ce qu'il n'y a pas pas de la com, mais on n'entend pas tout, attention. On n'entend pas tout, oui, voilà, exactement. Ouais. Apparemment, Toto Wolff était... C'est pas Michael Masi qui ouvre les enquêtes, hein. C'est les commissaires. Oui, c'est les commissaires, ouais. Mais pourquoi d'ailleurs, lui est porte-parole d'un truc sur lequel il n'a pas la main? Parce que c'est pas lui qui décide des pénalisations. Donc à partir de là, il décide ni des ouvertures d'enquête ni des pénalités. Donc il doit expliquer à des personnes les décisions qu'il ne FIA. Et on en parlera sans doute dans le débat, mais on est dans une Formule 1 où tout le monde doit être personnifié, Michael Masi y compris. Et on doit l'entendre aussi également converser avec les écuries. Effectivement. Ouais. Voilà. Le troisième enseignement, une autre question, vous avez répondu brillamment à celle-ci sur Max Verstappen et sa défense sur Lewis Hamilton. J'ai envie de vous demander des nouvelles de Lando Norris, parce que Lando Norris, depuis le retour de la Formule 1 cet été, après l'été du côté de Spa, on l'a, semble-t-il, perdu. Une course gâchée déjà dès le premier virage ce week-end, l'accrochage avec Sainz, on en parlait tout à l'heure. Un seul point marqué ce week-end, c'est le seul point d'ailleurs inscrit par McLaren au Brésil. Une deuxième partie de saison inquiétante et je veux votre avis là-dessus. 38 points pris depuis Spa, vous allez voir en comparaison avec Ricciardo, avec Sainz, avec Leclerc, c'est pas grand-chose. Ferrari qui prend le large depuis le Grand Prix de Turquie. Et lui, que l'on présentait comme le numéro 1 de cette écurie retrouvée McLaren, semble être véritablement dans le gouffre. Regardez cette petite fiche stat que je vais vous laisser commenter allègrement. Après, il y a les chiffres et il y a l'impression. Et je sais que l'impression compte beaucoup chez les pistonnés. 38 points pris pour Lando Norris, je vous le disais tout à l'heure. 55 pour Daniel Ricciardo, qui a connu quand même plus d'abandons et de courses hors des points que Lando Norris, même sur la deuxième partie de saison. 68 pour Charles Leclerc, que l'on disait en difficulté il y a encore quelques semaines. 56,5 pour Carlos Sainz Junior. Qu'est-ce qui va pas chez Lando Norris, Julien? Écoute, alors j'avoue, quand vous m'avez présenté cette émission, c'est un point sur lequel je me suis dit, tiens, pourquoi il y a un sujet Lando Norris?
Il y a la Russie qui peut tout changer. Il y a Monza où il n'a pas le droit d'essayer d'aller gagner, c'est logique, on assure. Là, il y a le départ dont il est totalement victime. Alors, il finit quand même dans les points parce qu'il y a safety car, etc. Mais enfin, il repart du fond. Donc, il y a plusieurs courses où ça doit inscrire beaucoup plus de points que ce qu'on voit là. Et puis, il ne peut pas tout le temps, 24 heures sur 24, être le Lando Norris qu'on nous dépeint, petit génie, etc. Ce qu'il est. Mais, et puis, il y a Ferrari. Ferrari, ils sont intouchables depuis un moment. Le nouveau moteur, la partie électrique du nouveau moteur est arrivée. Ils ont révolutionné cette partie électrique. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais leur système de récupération d'énergie et notamment les batteries n'ont plus rien à voir avec ce que c'était en début de saison et ça change beaucoup de choses. Donc il y a une addition d'éléments, si encore une fois on va pas refaire la course de chaque personne et la saison de chaque pilote, mais il y a une accumulation d'éléments qui fait qu'effectivement il y a moins de points en ce moment, il y a moins de facilité pour lui, il y a peut-être aussi des paliers, il a franchi des paliers assez impressionnants de l'année dernière où il doutait de lui à chaque fois qu'il rentrait en salle de réunion avec ses ingénieurs, à chaque fois qu'il venait sur une grille de départ, qui je pense a dû effectuer un travail mental parce qu'il était pas bien, même à la limite d'avoir des problèmes le pénalisant beaucoup psychologiquement parlant. Faut aussi accepter qu'à 22 ans, depuis quelques heures, il passe par des paliers et que l'ascension d'un pilote, et il est en pleine ascension selon moi, passe aussi par des phases de stagnation avant de repartir. Donc moi j'ai pas d'inquiétude en fait pour Lando Norris. D'accord. Je pense que il est dans une situation où sa voiture est moins bonne que celle de leurs adversaires directs, à savoir Ferrari, que les choses se sont pas forcément toujours bien mises pour lui depuis le Grand Prix de Monza. La Russie, ça tourne à très peu de choses qu'il remporte évidemment. Alors il la remporte pas cette course et en plus il échoue loin. Voilà, mais je m'inquiète pas du tout pour lui, moi. Est-ce qu'il n'y a pas une fébrilité quand même depuis son crash à Spa dans l'attitude? Je ne suis pas forcément en piste, mais je trouve que dans ses déclarations, il y a toujours, je reprends un truc, aux États-Unis, il dit je crains le départ, absolument, je crains le premier tour. En Turquie, il dit je crains la visibilité. À Monza, il dit je crains Valtteri Bottas. Je sais pas, dans la déclaration, dans le verbiage, je trouve que il a un petit recul frein là-dessus parce que effectivement les deux Ferrari sont largement meilleurs depuis un bout de temps et ils font des 5 et 6 groupés depuis un moment. Mais quand même, ça explique pas forcément à quel point Ricciardo est revenu et lui met 20 points sur cette période depuis Spa. Il a le droit aussi d'avoir progressé, Ricciardo. Bien sûr. Mais je sais pas, est-ce qu'il n'avait pas un peu cette domination aussi sur son coéquipier avant l'été qui lui donnait un petit peu de confiance dans l'écurie et aujourd'hui c'est quand même régulier de voir l'autre McLaren devant Lando Norris. Je dis pas forcément que qu'il a fait le retard, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit manque de confiance en ce moment de Lando Norris après, c'est lourd quand même. Il a eu une agression au stade à Wembley en juillet. En août, il fait un énorme crash, une énorme boîte en qualif et il rate la victoire du coup parce que la qualif a donné la course. Et en Russie, il fait le mauvais call en hurlant sur son ingénieur. J'ai l'impression qu'il y a une tension, une fébrilité chez Lando Norris qui pourrait expliquer peut-être des résultats moins bons. Évidemment, il y a la Hongrie avec le bullying strike de Valtteri Bottas. Il y a le changement de moteur au Mexique. Oui, c'est ça, au Mexique. Mais sinon, je me demande s'il n'est pas un petit peu en train de stagner. Ouais. Encore une fois, on a rapidement déjà catégorisé Lando Norris comme étant dans la catégorie des nouveaux génies de la F1, comme Verstappen, comme Russell, comme Leclerc. On l'a fait nous-mêmes, On l'a dit encore et encore une fois, on se retrouve dans une situation où Norris aujourd'hui semble être la tête de gondole, en tout cas dans les médias, sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi son souhait, il est actif dans ce domaine. Est-ce que ça lui a pas mis plus de pression ? Honnêtement, je pense pas. Il y a effectivement une progression d'Daniel Ricciardo, on le répète depuis le début de la saison, mais tous ces nouveaux pilotes qui découvrent une nouvelle écurie, il fallait leur laisser du temps. Ricciardo, ça a pris plus de temps que Carlos Sainz, mais il y arrive. Maintenant, effectivement, le constat mathématique, le constat numérique, il fait quand même assez mal, parce que tu te retrouves dans une situation où McLaren semblait être en début de saison de loin la troisième force du plateau, éventuellement avec Alpha Tauri, on se souvient de ce début de saison. Aujourd'hui, on ne les sent pas capables d'aller chercher cette troisième place. Et parce qu'il y avait Lando Norris qui performait sur la première partie de saison et qui faisait parfois plus, il surperformait. Là, il retrouve son rang, ou comme tu le disais tout à l'heure, une
situation un peu plus compliquée de stagnation, tu te retrouves dans une situation où tous les curseurs sont placés sur McLaren et sur Lando Norris, parce que Ricciardo derrière, il revient tranquillement, mais pas suffisamment de points pris sur Charles Leclerc et sur Carlos Sainz. Et on se pose la question. Franchement, je sais pas. Vous parliez de mental, c'est un point essentiel sur tous les athlètes de haut niveau, qu'ils soient dans un sport automobile ou ailleurs. On l'a vu notamment aux Jeux Olympiques en gymnastique, on le voit avec Naomi Osaka en tennis. Enfin, je dis pas que c'est la situation de Lando Norris, mais c'est, je pense, quelqu'un qui a peut-être une plus grosse sensibilité aux variations de confiance en lui, qui peut avoir des highs vraiment hauts et partir très bas dès que ça va un peu moins bien. Puis vous savez tous comment c'est, une succession de petites choses qui vont pas, tu les as décrites à l'instant, et d'un seul coup, ça retravaille dans le cerveau, et il y a des gens qui arrivent très vite à éluder ça, d'autres chez qui ça reste, même Daniel Ricciardo qui a dit toute la période Covid où je peux pas retourner en Australie voir ma famille, ça m'a énormément affecté, alors qu'il est plus âgé, alors qu'il a plus d'expérience, plus de vécu, et ben ça l'a plombé aussi, ça y est, il sort de ce côté-là, et comme par hasard, en même temps, ça va mieux avec la voiture, donc ils passent tous par des phases où ils sont plus ou moins en difficulté personnelle et intérieure. La question, c'est de savoir quelle est leur capacité à en sortir rapidement ou pas. Voilà. Et ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et ce que tu voulais dire par là, c'est que peut-être les facéties qu'on a pu le reprocher par le passé, cette attitude très cool, ces petites attitudes, etc., c'est peut-être pour cacher justement une certaine faiblesse psychologique, mentale ? Oui, un peu. Il y avait un vrai travail marketing, faut pas se mentir, autour de lui. Il a une équipe qui travaille pour lui et qui façonne son image, mais qui essaye de faire correspondre ce qu'il montre sur les réseaux à ce qu'il est aussi réellement. Mais il y a un vrai travail d'image bien poussé du côté de Lando Norris. Et après, il y a aussi effectivement, ça a masqué un certain manque de confiance à son arrivée. Et puis maintenant qu'il prend sa place dans l'équipe, qu'on l'écoute, eh bien, lui-même dit « Attendez, je suis pas un rigolo, je suis pas venu pour vous amuser, je suis venu là pour bosser. » Et il recentre un peu le débat et il a raison de le faire de la sorte. C'est pas un clown. C'est pas un clown et nous ne sommes pas une émission de clown, donc ça tombe bien, c'est pour ça qu'on parlait de Lando Norris. Quatrième et dernier enseignement, on va parler de quelqu'un qui a marqué ta carrière, Julien. Tu as marqué la sienne aussi, il faut le dire. Voilà, j'espère qu'un jour on aura l'honneur de ce type de louange. Pierre Gasly a-t-il atteint son plafond de verre ? 13e arrivé dans les points cette saison et ce week-end pour Pierre Gasly qui a encore proposé un week-end du côté du Brésil très consistant, une course bien acharnée, une belle bataille notamment avec les Alpines. C'était son 14e top 6 en qualif au temps. Je tiens bien sûr à le préciser parce que c'est vrai que les qualifs sprint ont été parfois difficiles, même tout le temps difficiles pour le pilote français de l'AlphaTauri. 14e top 6 en qualif sur 19... Oui, t'as raison. Parlons de qualif au temps. Donc 14e top 6 en qualif au temps, sur 19 GP. Il inscrit 92 des 112 points de son écurie cette année. On a fait un petit calcul très rapide. 82% des points de son écurie, ça veut tout dire. Et cette question, puisqu'on profite de ta venue en plateau aujourd'hui, Julien, que peut-il faire de mieux ? Est-ce que AlphaTauri déjà peut avoir une meilleure voiture qu'ils n'ont cette saison ? Est-ce que ce statut du meilleur des autres, est-ce qu'il ne va pas s'en lasser au bout d'un moment ? Et doit-il partir pour rêver plus grand ? Rêver plus grand, c'est bien évidemment un clin d'œil au Paris Saint-Germain, club cher à Pierre Gasly. Qu'est-ce qu'il peut espérer de mieux en fait chez AlphaTauri aujourd'hui ? Il peut espérer, la seule chose qu'il puisse espérer, c'est d'avoir une bonne voiture en 2022. Il a une plutôt bonne voiture cette année. Ils en extraient, grâce entre autres à son travail, mais au travail des ingénieurs également, le maximum. Donc à la question que peut-il faire de mieux cette année, honnêtement je vois pas. Il est à l'opti de ce qu'il peut faire. Je pense que par moment il surperforme la monoplace. Donc pour cette question précise, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. L'outil qu'il a entre les mains, c'est plutôt un bon outil. Mais c'est pas l'outil ultime que peuvent avoir les Hamilton ou les Verstappen ou même les Ferrari, quoique il arrive régulièrement aussi à mettre des Ferrari derrière lui. Donc oui, statut de meilleur des autres. La seule chose qu'il puisse espérer, c'est le conserver aussi longtemps qu'il est sous contrat avec Red Bull. Je le dis souvent, mais c'est une vérité, la F1 a une mémoire de poisson rouge. On oublie très vite que vous avez gagné un Grand Prix, que vous avez bien performé. On retient les 3 dernières fiches de paye, j'ai envie de dire. Donc il faudra, au moment où d'autres équipes de pointe pourraient s'intéresser à lui, imaginons que Lewis Hamilton prenne sa retraite dans quelques années et qu'on se décide dans la maison Mercedes à regarder ce qui se fait en dehors de la famille Mercedes. À ce moment-là, il faudra encore être dans le coup parce que demain matin,
même si Pierre en ce moment est largement dans le coup, il n'y a pas de place ailleurs demain matin. Donc c'est pas demain matin qu'il faut être impressionnant, c'est le jour où il y a des places qui s'ouvrent. Mais oui, sans doute que son avenir s'inscrira ailleurs que dans la famille Red Bull. Il faut qu'au moment où il y a des places ailleurs, il soit toujours sur cette hype, et à ce moment-là, il signera un contrat dans une grande équipe. Donc continuer du coup à taper de la tête le plafond qui est au-dessus de lui, comme ça, pendant des années, en attendant qu'un baquet se libère. C'est une histoire de timing. De temps en temps, sur une bonne occasion, tu l'exploses et tu gagnes une course. Et après, quand les cadors sont là avec les machines imbattables, tu te mets juste derrière eux et tu fais au mieux. Il y a eu des problèmes de départ, donc je pense que AlphaTauri et Pierre doivent travailler sur ces départs, parce que là, ça leur a vraiment coûté trop cher. Mais ensuite, régulièrement, tu le vois, P4, P5, enfin, il est derrière ce qui se fait de mieux et ce qui est intouchable. Et ce qui, du coup, rend le choix de partir de plus en plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, quelles sont les machines meilleures que la sienne ? En performance pure, je ne parle pas forcément en termes de stratégie. Après, à partir du moment où tu es renouvelé pour 2022 et on ne connaît pas la hiérarchie en 2022. Oui, pour le moment, oui. Peut-être que As... Non. Peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, la régularité, moi, c'est le facteur premier, c'est l'impression. Alors, en fin de saison, on fait souvent une émission bilan, enfin toujours même une émission bilan. Le mot pour Pierre Gasly, au-delà de son podium, au-delà de sa victoire la saison dernière, c'est régularité. Moi, je le trouve vraiment impressionnant cette saison. Il fait pas d'erreurs ou peu d'erreurs. Qualif. En qualif, c'est-à-dire en qualif, il est très très régulier. En course, il y a quand même des trous d'air. Oui, après, notamment dû à AlphaTauri aussi. C'est ça. Stratégie. Mais... Moi, je vois pas grand-chose que tu puisses reprocher à Pierre Gasly sur cette saison. Et malheureusement pour lui, effectivement, la F1 est une histoire de timing. On a souvent cité des Pascal Wehrlein qui ont manqué. Ça fait, le jour où il y aura une possibilité, effectivement, il faudra répondre présent, et on espère qu'on pensera. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup étonné, Julien, c'est l'insistance de Pierre Gasly dans ses déclarations à chaque silly season, à expliquer que justement il est déçu que Red Bull ne lui donne pas une deuxième chance. Toi qui connais bien Pierre Gasly, toi qui connais bien les coulisses de ce qui se passe dans les paddocks, toi qui connais bien le fonctionnement de Red Bull, toi qui as bien connu le premier passage de Gasly chez Red Bull, est-ce que tu lui souhaiterais de retourner chez Red Bull, même dans une position numéro 2 à côté de Max Verstappen ? Oui, clairement, parce qu'il était trop jeune pour encaisser ce qu'il a encaissé chez Red Bull. Il n'était pas prêt, même si lui le pensait et avait le devoir de le penser, parce que s'il va là-bas en disant je suis pas prêt, c'est qu'il y a un gros problème. Mais clairement, on l'a vu, ce qui s'était passé en avant-saison, les accidents à Barcelone notamment avaient plombé l'entame de sa saison avec Red Bull. Oui, on aimerait le revoir dans cette situation, parce qu'il est plus fort mentalement, il est plus âgé, il a mûri, son pilotage a mûri également, il s'est endurci, il est passé par des choses très difficiles. On aimerait le revoir dans une voiture aux côtés de Max Verstappen, d'autant que cette monoplace est quand même plus facile, moins compliqué à piloter aujourd'hui, un peu moins pointu sur le train arrière, donc c'est plus la même monoplace qu'il aurait entre les mains. Mais ça va être balayé dans 3 Grands Prix, parce qu'on va complètement tourner la page de ces monoplaces. Donc on aimerait le revoir dans cette voiture, mais encore une fois, il faut penser à ces dirigeants qui eux ont une vision stratégique d'un groupe de 2 écuries et qui n'ont pas du tout envie d'aller déplumer AlphaTauri, là où ils ont un super leader qui tient l'équipe face à un Tsunoda qui pour l'instant surnage plus qu'autre chose. Pourquoi aller vider cette équipe pour aller le mettre en coéquipier de Verstappen, où de toute façon le seul but c'est que Verstappen soit devant. Donc il n'y aurait pas de logique d'entreprise à ce moment-là. Mais à quel point Pierre Gasly pourra se satisfaire de cette situation ? Pas très longtemps. Mais encore une fois, il y a 20 places. Hein, est-ce que faire une Carlos Sainz c'est le plus envisageable pour lui à ce moment-là ? Ouais, c'est ce qui fait rêver, mais chaque parcours est unique. Et encore une fois, c'est l'alignement de planètes dans le bon timing. Peut-être qu'au moment où il sera libéré de son contrat, il y aura une ouverture ailleurs. On pense à Alpine. Que vaudra Alpine l'année prochaine ? On ne sait pas, en sachant qu'il y a un contrat longue durée pour Esteban Ocon, un peu moins longue durée pour Fernando Alonso. Il y aura la question du remplacement de Lewis Hamilton, peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, on ne sait pas non plus. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura des places à prendre dans des teams constructeurs. Est-ce que ce sera son moment ? Est-ce qu'il fera encore envie au patron d'écurie à ce moment-là, parce qu'il aura continué de performer ? On lance les questions, réponse à vivre en direct l'année prochaine. Eh bien écoute, on vivra tout ça bien sûr en direct sur Canal+. Et j'espère que tu reviendras si jamais Gasly signe chez Mercedes, Alpine ou Red Bull. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec toi. D'ailleurs, je profite d'un petit point, de faire un point classement.
Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a un live Twitch ce soir, par exemple? Alors, ce soir, on n'a pas de live Twitch parce que, comme vous le savez, les équipes ont une mission périlleuse de voyage à faire entre le Brésil et le Qatar. Ils partent pour 15 heures de vol. Donc, le but des live Twitch sur la chaîne Canal+ Sport sur Twitch, c'est d'avoir des invités de la F1. Et là, ils sont tous dans les avions. Donc, ce soir, on va se contenter d'un Insta Live sur le compte Canal+ Sport Instagram. Et on refera des live Twitch un petit peu plus tard parce que je veux vraiment avoir des invités qui viennent débriefer. Mais voilà, c'est prévu ponctuellement dans la saison quand les gars sont là. Et souvent, vous nous dites « Ah, mais vous n'avez pas eu Leclerc, vous n'avez pas eu machin. » Pensez bien qu'on les invite. On nous le dit aussi, tu sais. Voilà. On les invite, c'est pas qu'on les invite pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Parfois, ils ne souhaitent pas parce qu'ils sont concentrés sur d'autres choses. Mais on s'entend bien avec tous ces garçons. C'est juste qu'on n'a pas comme ça ces garçons. Ils sont souvent dans des avions, souvent pris par des obligations professionnelles. Sinon, tous les lundis soirs, on aurait Toto Wolff, Leclerc, Hamilton. On dit, vous n'avez pas reçu Hamilton à Canal+, mais vous savez, on lui a envoyé, chaque année, on lui envoie l'invitation à Lewis pour venir à Canal. Et il a d'autres priorités, c'est comme ça. But he love France. Toujours, meilleur public. Il faut l'attraper au moment d'une Fashion Week pour qu'il puisse venir. Combien de temps ça prend de caler une interview de Lewis Hamilton? Ça prend moins de temps qu'avec Michael Schumacher à l'époque. Ça prend un petit peu de temps quand on le veut en ce qu'on appelle en one-to-one, donc seul à seul, ça prend du temps. Mais moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, ça y est, je vais faire mon ancien combattant, avoir demandé à Sabine Keim, donc qui était la manager et attachée de presse de Michael, en février à Barcelone où j'étais allé la voir en disant je voudrais un one-to-one avec Michael, et elle avait ouvert son agenda et je voyais les pages tourner, et elle me dit oui, je peux te le proposer à Suzuka. Et là, on est en février, je vois que Suzuka est en octobre, et il me dit le jeudi à Suzuka il me reste un créneau. J'ai 10 minutes. Je le prends. Voilà. Ça, c'était le rythme de vie de Michael. C'est pire qu'un rendez-vous de dentiste en plein Paris, quoi. C'est exactement ça. Le podcast Essai Privé, on en parlera dans quelques instants, mais juste avant, les amis, on fait un petit point sur le classement conducteur, constructeur à l'arrivée de ce Grand Prix de Sao Paulo. Verstappen toujours en tête, 14 points, c'est par Verstappen de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas toujours bien en avance sur Sergio Perez et Norris toujours devant les deux pilotes Ferrari. Du côté des équipes, eh bien, c'est Mercedes qui prend le large, entre guillemets, 11,5 points d'avance pour l'écurie allemande. Ferrari qui prend le large cette fois-ci sur McLaren, plus 30 points. Et AlphaTauri et Alpine qui sont toujours à égalité, 112 points tous les deux. Réussira-t-on à les départager d'ici la fin de la saison? Je l'espère, en tout cas, pourquoi pas, du côté de Abu Dhabi. Voilà, les amis, pour ce grand débrief de ce Grand Prix de Sao Paulo. Vous le savez, la traditionnelle petite séquence à vous partager. Nous étions avec Brice dimanche dans les locaux de Winamax où on vous briefait justement sur cette course, où on débriefait aussi également les qualifs sprint. Et là est apparu un énorme débat en plateau. On a évoqué justement cette pénalité de 5 places prise par Lewis Hamilton pour changement de son unité de puissance. Je vous propose de revoir cette séquence. C'était dans pole position hier. Et puis on fera réagir Julien et Hamza qui n'étaient pas là. Je ne comprends pas la logique. On encourage la récidive au changement de moteur. Et je trouve ça complètement stupide. Alors oui, effectivement, il y a une politique de réduction des coûts où on se dit peut-être que on va essayer à la rigueur de favoriser les équipes qui n'ont pas les moyens et du coup qui puissent pouvoir faire ça plutôt que de s'entêter à dépenser de l'argent à créer un moteur fiable. En attendant, on est dans l'élite du sport automobile et ils ont besoin de savoir faire ça. La sanction pour moi, elle n'est pas assez grande à la base. Et elle n'est pas assez grande en récidive non plus. Ouais. Et c'est le sens inverse. C'est comme si tu roulais à 150. C'est comme si tu roulais à 150 sur l'autoroute. Donc tu dépasses largement la limitation de vitesse. Et la première fois, tu as le permis qui saute. La deuxième fois, on dit non, finalement, ce sera que la moitié des points. C'est un peu bizarre. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des comparaisons. Mais en tout cas, je voulais avoir votre avis. Et Hamza et Julien sur cette question de pénalité. Est-ce que justement, ce règlement est complètement mal fait ? Oula, grosse question. Est-ce qu'il est mal fait? Est-ce qu'il est perfectible? Oui. Est-ce qu'il est mal fait? Je sais pas. Je trouve qu'à partir du moment où maintenant on a des limites de coûts par écurie, cette année c'est 145 millions, ça va réduire progressivement. À la limite, on devrait laisser les écuries faire ce qu'elles ont envie de faire parce que ça devrait avoir un coût financier de changer ces moteurs, ces pièces. Je sais pas exactement. Oui, 5 places de pénalité. Est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend des circuits. Si vraiment c'est valable, on va voir Hamilton alors changer de moteur jusqu'à la fin de la saison pour avoir un moteur exploité au maximum. Je sais pas. La règle est comme ça. Elle a été acceptée par toutes les écuries. C'est discuté avec les écuries. C'est validé et voté aussi par les équipes.
On voulait éviter le précédent Honda notamment qui cumulait des milliards de places de pénalité et qui serait parti du centre-ville de 65, chaque circuit. Ça donnait n'importe quoi. Ouais, je sais pas. La règle est la règle, ça sera la même pour d'autres équipes si elles dépassent ce quota aussi. Effectivement, le 4e vaudra 10 places, le 5e vaudra 5 places. J'ai pas un énorme avis là-dessus. Je me dis, à un moment donné, c'est aussi le règlement financier qui va les limiter. Et elles sont plusieurs équipes en ce moment à être dans le dur pour essayer de respecter le plafond de cette année à 145 millions. Tu rejoins pas du coup le coup de gueule de Jacques Villeneuve qui nous a offert sur Canal+ depuis déjà quelques semaines sur ce sujet? Je le comprends plus. Le duo est fêlé. Je sais pas, non, surtout pas. Hamza, est-ce que toi tu le comprends, Jacques Villeneuve? Alors effectivement, le plafond financier, je pense, va résoudre pas mal de problèmes ou de problématiques sur cette question. En attendant, je pense qu'une sanction financière contre les écuries, c'est pas important. Je pense que limite Mercedes serait capable de donner à l'étonner. Chèque en blanc, vous mettez le prix que vous voulez, je change le moteur. Mais si vous mettez le moteur à 1 million ou 2 millions sur le plafond, oui, c'est énorme. C'est énorme. Avec le plafond, ça va devenir problématique pour les écuries. Jusque-là, finalement, j'ai envie de te dire qu'une sanction sur la grille, effectivement, 5 places pour Lewis Hamilton, c'est pas grand-chose quand tu pilotes une Mercedes. La seule sanction, à mes yeux, qui aurait pu être, alors je sais pas si légalement par contre, ou juridiquement c'est possible, c'est une sanction sportive, une pénalité de points. Ça se voit dans d'autres sports, football par exemple. Non, on en parle. Ouais. Si tu dis, tu changes de moteur, il n'y a pas de problème par contre, je t'enlève la moitié des points, ou je t'enlève 75% des points que tu vas avoir sur ce GP, ah bah là tu vas réfléchir à 2 fois. Ça change un petit peu tout, ouais. Exactement. Voilà, en tout cas, on referme ce grand débrief du Grand Prix de Sao Paulo 2021. J'espère qu'on aura été clair. C'était en tout cas assez riche pour cette première partie des pistonnés. Nous sommes lundi, vous nous consommez peut-être un petit peu après. Mais en tout cas, on est ravis d'être avec vous. Ravis aussi d'être avec Julien Febvre, notre invité tout au long de cette semaine. La deuxième partie d'ailleurs de cette émission, regardez un petit peu le programme qui vous attend à partir de mercredi, à partir de midi, avec déjà une petite séquence consacrée à Julien dans cette émission avec justement les 10 clichés qui ont marqué la carrière de Julien Febvre, la vie de Julien Febvre aussi. Il y aura peut-être des choses un petit peu plus personnelles, des petits secrets aussi, je l'espère. On verra, attention, ça sera retrouvé à partir de mercredi. Puis le grand débat, n'hésitez pas à nous mettre le programme les gars en parcours, surtout le grand débat sur l'évolution de la Formule 1. Est-ce que la Formule 1 va dans la bonne direction? On parlera de la technique, on parlera de la culture F1 et on parlera aussi également du mode de diffusion de la Formule 1. Voilà pour ce rendez-vous, c'est mercredi pour le MAG. Merci les gars d'avoir été avec nous pour ce grand débrief. Julien, merci beaucoup. Le mot de la fin pour cette première partie. Je voulais te demander de nous parler d'Essai Privé, le podcast poussé par Canal+ sur Spotify, me semble-t-il. Ouais, les podcasts ont beaucoup de succès aujourd'hui et c'est vrai qu'on avait envie de partager et de prolonger l'expérience F1 avec nos abonnés. On a lancé cette année un podcast qui raconte l'histoire des grands prix et des circuits sur lesquels la F1 se rend. Je pense qu'on en a fait au moins une dizaine. Le dernier de la saison sera à découvrir au moment du Grand Prix d'Abu Dhabi, puisque là on arrive sur 2 grands prix nouveaux. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer ces podcasts. Je retrouve un travail de la voix que je pouvais faire en radio il y a quelques années. Et voilà, ça s'appelle Essai Privé. On raconte toute l'histoire des Grands Prix. Même moi, en travaillant sur ces projets, j'ai redécouvert des histoires, que ce soit sur la construction des circuits ou sur les aventures qui ont pu s'y dérouler. Et on est heureux d'offrir ça aux gens. Et je pense qu'on aura d'autres thématiques à l'avenir à proposer aux gens. Et voilà, c'est un partage et c'est une continuité de l'aventure F1 au-delà des week-ends. Et le contenu Canal+ qui se diversifie, présence sur Twitch, présence donc sur Spotify, on l'a dit, à travers ce très beau podcast Essai Privé. J'imagine qu'il y a plein de projets dans les cartons, d'autres projets? Il y a toujours des projets dans les cartons. F1 s'arrête jamais. Merci Julien en tout cas pour cette première partie. Merci à la régie, Polo Harrer et bien sûr Tom Tiravino qui était avec nous pour ce grand débrief donc du Grand Prix de Sao Paulo. Rendez-vous mercredi, à partir de mercredi, vous venez quand vous voulez pour la partie magazine. On l'a dit, le décryptage et le grand débat. Il y aura bien évidemment aussi un quiz. À plus tard les amis, merci pour tout.